Muriel Poli, grande spécialiste de la neuropathie optique glaucomateuse, qui va nous parler de cette question difficile de la papille du myope fort, un défi pour le suivi des glaucomes. À toi. Merci Isabelle pour ton invitation, faire une petite place au glaucome. Et la papille du myope fort, ce n'est pas un sujet facile pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'un myope fort a un risque de développer un glaucome 5 fois plus important que quelqu'un qui n'est pas myope fort. Alors quand on parle de myopie forte et de glaucome, on entend des patients qui ont des grosses dispersions papillaires, pas forcément ceux qui ont une myopie supérieure à 6 dioptries. On peut avoir des myopies fortes avec des fonds d'yeux plutôt normaux, donc on parle là vraiment des patients qui ont des papilles très en dispersion. Et c'est un diagnostic qui est difficile, c'est un suivi qui est difficile, ce sont des patients qui ont un facteur de risque supplémentaire. Donc chez ces patients-là, toute tension supérieure à 17 doit être considérée comme un glaucome jusqu'à preuve du contraire et traitée comme tel. Alors, quelles sont nos difficultés? Premièrement, c'est très difficile de mesurer un CUP sur 10 sur quelqu'un qui a une grosse dispersion papillaire. Donc on fait des photos. Les photos, elles sont essentielles parce que parfois, si on a un peu de chance, comme on le voit sur la photo qui est à droite, on peut voir apparaître des déficits qu'on va pouvoir suivre dans le temps. Et puis surtout, on cherche des hémorragies. Alors on est content quand on en trouve, quand on n'est pas sûr de notre diagnostic. Et quand on trouve une hémorragie, on est sûr à 99,8% que c'est un glaucome. On retrouve 0,2% d'hémorragie chez des patients non glaucomateux, mais enfin c'est vraiment extrêmement rare. Deuxièmement, on va faire du flickering, qui est devenu un élément important de suivi de nos patients glaucomateux. Alors vous voyez, à gauche, vous avez un patient avec 3 ans de suivi, où on voit que la position des vaisseaux dans la papille est vraiment tout à fait comparable à celle de l'examen initial. Et puis à gauche, vous voyez, ça fait un peu la tahitienne, on voit le vaisseau qui se plaque vers l'anneau neurorétinien externe. Et ça, quand on a parfois des patients avec des OCT qui sont difficiles à interpréter, des champs de vision qui ne sont pas faciles, c'est un argument très fort pour la progression du glaucome. Deuxièmement, quand vous comparez un nerf optique anormal à quelqu'un de normal, on va forcément trouver des déficits. Et une des premières choses qui est classique, c'est que vous allez toujours avoir un déficit RNFL à l'opposé de l'endroit où la papille regarde. Donc typiquement, si vous avez une dispersion papillaire où la papille regarde en temporal inférieur, et en nasal supérieur, vous aurez un déficit RNFL. Et ce déficit va se retrouver également sur le champ de vision, avec une concordance structure-fonction. Ce sera souvent des déficits relatifs et qui franchissent le méridien horizontal, ce qui n'est jamais le cas d'un glaucome, on le verra plus loin. Ça n'empêche pas de les suivre, et évidemment, le suivi montrera que les déficits sont parfaitement stables dans le temps. Deuxièmement, quand on a parfois une papille qui est au fond du staphylome, l'OCT est complètement, il y a une dédifférenciation des couches, on n'arrive plus à visualiser la couche RNFL. Et si vous n'êtes pas attentif à votre segmentation, parfois vous pouvez avoir des courbes dans le vert, faussement rassurantes, alors qu'en fait la segmentation est totalement erratique. Et dans ces cas de figure, pour suivre nos patients, on va utiliser le GCC. C'est intéressant parce que 50% des cellules ganglionnaires rétiniennes se trouvent au niveau de la macula. Donc quand on a vraiment une papille en disversion, on peut s'affranchir de cette difficulté et se reporter sur la macula avec un facteur pronostic et de suivi dont la sensibilité est très bonne. Et puis parfois, on ne peut rien faire. On a des OCT RNFL qui sont ininterprétables. Au niveau de la macula, on a soit une membrane, soit un trou lamellaire, soit des tractions. Donc l'appareil est incapable d'analyser quoi que ce soit. Et là, que fait-on? On fait le champ de vision, bien sûr, qui est le pilier du suivi de nos traitements, mais parfois le champ de vision, il est aussi extrêmement altéré par les problèmes de choroïdose. Alors quand c'est comme ça, on retourne au B-scan. Et voyez ce patient, même si j'arrive à avoir aucun examen infiable, alors je vois qu'en bas ici, je n'ai rien du tout, mais regardez cette énorme couche de fibre nerveuse rétinienne en haut. Parce que le patient, quand il vient nous voir, il veut savoir s'il va perdre la vue de son glaucome. Donc celui-ci, je sais que si j'arrive à contrôler sa tension, ça va passer, pas de problème. Il a un tel stock de fibres nerveuses rétiniennes, alors ce n'est pas du quantitatif, mais c'est du pronostic et c'est important. Alors Isabelle, tu m'as demandé de parler de l'atrophie choriorétinienne, parce qu'avant on avait alpha-bêta, c'était assez simple, mais maintenant on a alpha, bêta, gamma, delta, on s'y perd un peu. Donc il y a 25 ans, Yossianas a décrit l'atrophie alpha et bêta. L'atrophie alpha, c'est celle qui est à l'extérieur, c'est une petite raréfaction de la choroïde et des vaisseaux de la rétine, donc on a une pigmentation un petit peu différente, et ça c'est chez le sujet normal. Et puis l'atrophie bêta, celle qui est plus à l'intérieur, qui est là un signe de glaucome souvent, c'est un endroit où il n'y a plus d'épithélium pigmenté. Et puis avec les progrès de l'imagerie, on voit que les choses ont un petit peu changé, c'est-à-dire que, ce qu'on voyait au fond d'œil, alors ce qu'on voyait au fond d'œil, voilà, c'est-à-dire on voyait ici les limites de l'atrophie bêta, et finalement sur l'OCT, on voit que la membrane de Bruch va beaucoup plus loin, et on définit donc une nouvelle zone qu'on appelle la zone gamma,
qui est une zone où on a juste la bordure d'Elschling et le RNFL au-dessus, les fibres nerveuses rétiniennes. Voilà. Et puis on a même la zone delta maintenant, qui est une partie de cette zone-là qui est des vaisseaux sanguins inférieurs à 50 microns, peu importe. Donc ça, on ne l'utilise pas encore, Isabelle, pour répondre à ta question, pour le suivi de nos patients. Mais c'est intéressant pour comprendre pourquoi les myopes forts ont plus de glaucome. Parce que si vous regardez ici, voilà, et bien vous voyez que quand la myopie progresse et que votre excavation progresse, votre dispersion papillaire, le staphylome progresse, eh bien ça n'est pas les limites de l'épithélium pigmenté qui augmentent, c'est cette fameuse zone gamma. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un désaxement entre le canal scléral, la membrane de Bruch et les vaisseaux sanguins qui vont être déviés en nasal, et ça crée une telle élongation et de telles forces de striction au niveau des fibres nerveuses rétiniennes que c'est probablement ça qui fait que la papille du myope fort est plus vulnérable que les autres. Donc pas d'intérêt dans le suivi, mais ça nous aide à mieux comprendre la maladie. Et puis on a les pseudo-déficits campimétriques. Alors, un myope fort a une sorte de déficit diffus qui est lié à sa myopie forte, qui va abaisser la sensibilité de notre champ de vision. Deuxièmement, on va avoir la correction optique, les lunettes qui vont faire des scotomes temporaux. Donc pour ceux qui portent des lentilles, c'est quand même mieux de leur faire le champ de vision avec les lentilles. Et bien sûr, l'élargissement de la tache aveugle si on a de la choroïdose péripapillaire. Mais parfois, alors comme je vous disais tout à l'heure, disversion papillaire, on va retrouver un déficit qui dépasse le méridien horizontal. Ça, c'est vraiment un terme fort pour le glaucome. Un déficit glaucomateux, il ne dépassera jamais votre méridien horizontal. C'est un déficit relatif et qui, évidemment, est stable dans le temps. Et puis voilà, alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai ce patient, j'ai ce champ de vision. Alors je tourne mon champ de vision 2 fois. Là, je l'ai fait avec la photo du fond d'œil parce que c'est plus facile. Donc je le tourne comme ça et je le tourne dans ce sens-là. Et là, on peut comparer les deux images. Donc mon scotome ici, c'est ça. Mon scotome du dos, c'est tout ça. Mais par contre, ce que j'ai ici, ça, c'est du glaucome. Et ça, les logiciels de progression, le GPA ne peut pas analyser la progression de cette zone-là. Donc c'est vraiment moi, champ visuel après champ visuel, comme on le faisait autrefois, qui vais analyser l'évolution de cette zone-là. Pareil pour l'autre côté, je tourne une fois, je tourne 2 fois, et puis on voit bien qu'ici, à la partie inférieure du champ de vision, il n'y a rien en termes de choroïdose qui explique ce déficit, et donc ça, c'est mon glaucome. Donc en conclusion, comment suivre nos patients myopes forts glaucomateux? C'est un rythme de suivi classique. On les voit tous les 4 mois pendant 2 ans, puis tous les 6 mois. On mesure la tension, et si j'ai une tension au cours de mon suivi qui est supérieure à 17, je vais modifier ma thérapeutique pour que ma tension soit toujours au-dessous de 17. Les photos sont très importantes, et le flickering notamment, avec cette mobilité des vaisseaux sanguins qui est un argument fort de progression du glaucome. Et puis le champ visuel, reste vraiment le pilier de notre suivi, et il faut savoir les confronter aux photographies du fond d'œil. Et puis malheureusement, les OCT sont un peu en défaut pour ces patients-là quand ils ont vraiment des énormes dispersions. Merci de votre attention. Merci Muriel, excellente présentation, très claire. Il y a vraiment une nécessité de définir des recommandations. Je pense que le CFSR et la SFG mériteraient de travailler ensemble là-dessus.